Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes d'histologie et de physiologie. Donc l'histologie, c'est l'étude de la structure et l'organisation des tissus biologiques et la physiologie, c'est l'étude de leurs fonctions. Donc les processus biologiques doivent fonctionner, comme on a dit, harmonieusement et de manière nominale, c'est-à-dire rester dans des valeurs acceptables pour assurer non seulement la survie, la croissance, la défense et la reproduction, etc. Et donc pour cela, les tissus, ils sont organisés dans des structures qui sont adaptées à leurs fonctions spécialisées. Comme on a dit, en biologie, la forme va suivre la fonction. Donc parlons un peu de la forme de ces tissus, c'est-à-dire parlons un peu des principes d'histologie. Donc, selon les besoins physiques d'un tissu biologique, les cellules elles vont produire des protéines spécifiques, soit pour la résistance à l'abrasion, comme la kératine ici, ou pour produire l'élasticité, comme l'élastine, pour la peau et les tendons. Et vous voyez d'ailleurs que la structure de l'élastine, ou de l'élastane, pardon, elle est élastique en nature. Vous voyez qu'elle ressemble plus à un ressort que la kératine. Ou des protéines qui vont produire le ciment, entre guillemets, comme le collagène pour la peau. Et vous voyez la structure de collagène qui est beaucoup plus ramassée. Ou pour produire une rigidité partielle dans le tissu, comme dans le cartilage, où on a des protéines spéciales qui sont fusionnées avec des sucres pour leur donner plus de rigidité, qu'on appelle les protéoglycanes. Donc protéo pour protéines, glycanes pour sucre. Ou si on a besoin de rigidité totale, comme dans les os, les cellules vont produire du collagène qui est durci avec du calcium, comme vous pouvez le voir ici. D'autres exemples vont inclure par exemple des tissus qui sont contractiles, et donc il y aura des protéines qui vont glisser les unes sur les autres, donc là les protéines d'actine qui glissent sur la myosine pendant la contraction. Ou des tissus qui vont être très flexibles pour le stockage de plus ou moins de lipides au besoin. Et donc ça, c'est les cellules adipeuses ou les adipocytes qui sont capables de gonfler à plusieurs fois leur volume et de rétrécir en fonction de la demande. Donc en plus de ça, les tissus ils vont s'organiser en superstructures qui vont être responsables du transport ou de l'échange des fluides tels que les vaisseaux sanguins et lymphatiques ou les reins, ainsi que de la production de composés tels que le foie et les glandes, et la circulation sanguine, etc. Et donc, comment fonctionnent ces organes? C'est ce qu'on va voir dans les principes de physiologie. Ah, donc, parlons-en. Donc, on va prendre plus ou moins la même organisation qu'on avait en biologie, c'est-à-dire la croissance, la génération d'énergie, défense, etc. Donc, commençons alors par la génération d'énergie. Donc, l'énergie, on va se concentrer un peu plus sur le corps humain, là. Donc, la génération d'énergie, elle va être surtout à partir de la respiration aérobie, c'est-à-dire par l'oxygène. Et donc, on doit ramener cet oxygène dans les cellules et dans les mitochondries pour qu'il puisse faire son travail. Et donc, le transport d'oxygène et ainsi de CO2, parce que le CO2, c'est un sous-produit de la respiration dont on doit se débarrasser. Donc, le transport de ces deux gaz, il va être réalisé par le système cardio-respiratoire, qui est composé d'éléments d'admission, c'est-à-dire la bouche et le nez, d'éléments de transport, c'est-à-dire la trachée et les bronches, pour arriver aux échanges gazeux qui s'opèrent dans les poumons et spécifiquement dans ce qu'on appelle des alvéoles, que vous pouvez voir ici. Et ces alvéoles, elles vont être jonchées de vaisseaux sanguins très fins qu'on appelle des capillaires, tellement fins que l'échange de gaz peut se faire très rapidement. Et donc, comment l'échange de gaz se fait? En fait, il se fait de manière passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus biologique qui va pousser l'oxygène d'un côté ou le CO2. Non, c'est juste en fonction du gradient de pression. C'est-à-dire là où il y a une grande pression d'oxygène, vers l'oxygène, il va aller là où il y a une plus basse pression. Et ainsi de suite pour le CO2. Il se trouve que l'air qui est dans les alvéoles, il a une pression en oxygène qui est supérieure à celle qui est dans les vaisseaux sanguins, dans les capillaires. Et donc l'oxygène, il va diffuser vers les capillaires ici. Et en fait, il se trouve que le CO2, il a une pression dans les capillaires qui est supérieure à celle de la lumière des alvéoles. Et donc il va sortir du sang et aller vers les alvéoles. Mais alors pourquoi on a ces gradients de pression? Eh bien, déjà, l'oxygène, il va se lier
dans le sang, il va entrer passivement dans les globules rouges, et après il va s'attacher à une protéine spécifique qui remplit les globules rouges, qui s'appelle l'hémoglobine, qui est une protéine spécifique qui a un noyau en fer, qui fait en sorte qu'elle a une affinité pour les gaz, et surtout le gaz oxygène et le gaz CO2. Et d'ailleurs, il faut souligner que l'une des raisons pour lesquelles le CO2, il faut s'en débarrasser, parce qu'il est toxique, parce que, en fait, il entre en compétition avec l'oxygène pour lier l'hémoglobine. Donc, plus il y a de CO2 qui va être en circulation, plus il y aura d'hémoglobine attachée au CO2, et donc moins il y aura d'hémoglobine disponible pour transporter l'oxygène. Donc, c'est pour ça que le CO2, il faut s'en débarrasser. Mais aussi, le CO2, il va aussi se dissoudre dans le liquide du sang, pas que dans les cellules. Et il va se dissoudre et former de l'acide carbonique. Acide carbonique qui va acidifier le pH du sang et va conduire à plein de problèmes. Donc c'est pour ça aussi qu'il est toxique et qu'il faut s'en débarrasser. Maintenant, les globules rouges qui contiennent cette hémoglobine, ils vont être distribués par les vaisseaux sanguins, mais pas n'importe quel vaisseau sanguin, ils vont être distribués par des vaisseaux sanguins à haute pression, qui sont appelés les artères, ici montrés en rouge. Et donc, pour livrer l'oxygène, qui va être sous haute pression, et donc vers les cellules, où il va être sous plus basse pression. Et donc, une fois arrivé aux cellules, l'oxygène, il va passivement passer des artères aux cellules, et puis après, dans les cellules, il va diffuser passivement vers les mitochondries, où il sera capturé pour le processus de respiration, le cycle de Krebs dont je ne vais pas parler en détail, mais en gros c'est juste un transfert d'électrons. Comme on a dit, l'énergie c'est un transfert d'électrons. Donc il va transférer les électrons du glucose par plusieurs principes en utilisant l'oxygène pour fabriquer la molécule de stockage de l'énergie qui est l'ATP, et après libérer le CO2. Et du coup, à force de libérer le CO2 dans ces cellules-là, il va être en pression qui est supérieure à celle où il est dans le sang, parce que dans le sang, il vient juste des alvéoles, et il y a peu de CO2 dans les alvéoles. C'est-à-dire parce que les alvéoles, elles ramènent leur air de l'air ambiant, et l'air ambiant est très, très faible en CO2. Il y a moins de 0,1%, je crois, de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, le CO2, il sera en plus grande pression dans les cellules que dans les vaisseaux sanguins. Il va transiter. Où est-ce qu'il va transiter? Il va transiter vers les veines. Et les veines sont des vaisseaux à faible volume. Et donc, le sang va remonter par ces vaisseaux à faible volume jusqu'à ce qu'il soit ramené aux alvéoles, et le cycle de la respiration continue. Voilà, on va parler maintenant d'autres fonctions telles que l'absorption pour utiliser cette énergie les sucres dont on a besoin. Pas que les sucres d'ailleurs. Et donc, l'absorption, elle va être faite par les capillaires qui vont entourer l'intestin. Et donc, les cellules de l'intestin, elles vont absorber les nutriments. Les nutriments, ils vont être transférés dans le sang. Donc, comment ça va se faire? Déjà, l'eau, elle va être absorbée passivement. Donc, elle va passer de la plus grande concentration à la moins grande concentration. Donc, quand il y a beaucoup d'eau dans l'intestin, ça va passer dans le sang. Les nutriments qui sont solubles dans l'eau, tels que le sucre et autres, ceux-là, ils vont être activement transportés. C'est quoi activement? C'est-à-dire via des protéines sélectives qui sont faites exactement pour cette molécule, par exemple pour le sucre, et ils vont capturer le sucre de l'intestin, ils vont le transférer dans la cellule, et après de l'autre côté, ils vont le faire sortir de la cellule pour le faire entrer dans les capillaires sanguins. Maintenant, les nutriments qui sont insolubles, ceux-là, ils ne peuvent pas juste être capturés et lâchés dans le sang parce qu'ils ne sont pas solubles dans le sang. Et donc, ils doivent s'attacher à des molécules tensioactives ou surfactantes, c'est-à-dire qui peuvent lier à la fois le gras et à la fois l'eau, qui sont ici des lipoprotéines. Donc, lipo pour lipides, protéines pour protéines. Et c'est celles-là qui vont les rendre miscibles dans le sang et les transporter. Les nutriments, ils vont après être distribués dans tout le corps pour qu'ils soient utilisés soit de manière immédiate par les cellules, soit ils vont être dirigés vers des structures spécifiques pour le stockage, soit à court terme sous forme de sucre dans les cellules hépatiques et les cellules musculaires, soit à plus long terme sous forme de gaz dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules adipeuses dont on vient de parler. Et donc après, il pourra être reconverti en sucre au besoin. Mais alors, comment on obtient ces nutriments à partir de la nourriture? Eh bien, ça, c'est la digestion.
digestion qui se fait d'abord de manière mécanique, avec les contractions de l'estomac, comme vous pouvez le voir ici, mais surtout chimique, avec ce qu'on appelle des enzymes, qui sont des protéines spéciales, dont chacune est spécialisée dans la décomposition d'un des nutriments. Par exemple, on a les pepsines qui vont être sécrétées par les cellules de l'estomac et vont être activées par les acides gastriques, qui sont aussi d'ailleurs sécrétés, puis par les intestins, par les enzymes pancréatiques comme la trypsine, qui vont casser les protéines. Aussi, dans l'intestin, on a des enzymes telles que l'amylase et la lipase qui vont digérer respectivement les glucides et les lipides. Et l'activité de la lipase, d'ailleurs, est renforcée par la bile. La bile qui est le liquide vert qui est produit par le foie et qui est stocké dans la vésicule biliaire. Après ça, on a un autre élément qui est très important dans la digestion, c'est les fonctions sous-traitées dont on a parlé en biologie. Et donc là, en l'occurrence, c'est les bactéries intestinales qui sont aussi essentielles pour la digestion parce qu'elles vont décomposer les sucres longs indigestes, qu'on appelle les fibres, et qu'elles vont produire des vitamines, elles vont produire des aminoacides essentiels, et elles vont protéger aussi la paroi de l'intestin. Donc voilà un peu un tour d'horizon des principes de digestion et absorption. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des déchets de cette activité? Eh bien, les déchets, ils vont être générés et sécrétés dans le sang, et puis après, c'est-à-dire les déchets du métabolisme cellulaire, et après, ils vont être capturés dans le foie et dans le rein. Eh bien, parlons un peu du foie déjà. Les cellules du foie, qu'on appelle les cellules hépatiques, elles désactivent certains déchets toxiques qui viennent dans le sang à l'aide d'enzymes très spécialisées. Chacune, elle va être spécialisée dans un produit toxique qu'elle va casser ou modifier. Et une fois qu'elle les a cassés ou modifiés, elle va les sécréter dans les intestins. D'abord, elle va les sécréter dans la vésicule biliaire, c'est ce qui va contribuer au liquide de la bile. Et la bile va être sécrétée dans les intestins. Et donc, la bile, avec les bactéries mortes et les aliments non digérés dans l'intestin, tout ça, ça va former ce qu'on appelle les matières fécales qui vont être éjectées du corps. Maintenant, les reins, ils utilisent un système de microtubules très élaboré qu'on appelle les néphrons. Donc, c'est des millions de néphrons qui vont filtrer le sang et donc ils vont filtrer les déchets toxiques tels que l'urée, qui est un déchet de la dégradation des protéines. Et aussi, ils vont filtrer de l'eau, mais il faut faire attention parce qu'ils ne vont pas filtrer toute l'eau du sang. Et donc, ils ont tout un système élaboré avec des contrôles hormonaux, etc., pour maintenir le volume sanguin nominal, c'est-à-dire qu'ils vont extraire plus d'eau ou moins d'eau au besoin, pour que le volume du sang reste relativement constant. Et donc, ceux qui vont extraire en eau, plus l'urée, plus d'autres sous-produits, va constituer ce qu'on appelle l'urine, qui va être sécrétée hors du corps. Maintenant, parlons de la protection et de la défense. Donc, on va parler un peu plus du système immunitaire parce qu'on a dit qu'on va se concentrer un peu plus sur la physiologie humaine. Donc, le système immunitaire humain, mais aussi de beaucoup d'autres animaux d'ailleurs, il va être composé d'un système redondant. Et on a parlé du principe de redondance en biologie. Donc là, on a un système redondant qui a un système cellulaire, c'est-à-dire avec les globules blancs, et un système avec des protéines qui n'a pas de cellules, qui s'appelle le système du complément. Donc parlons déjà des globules blancs. Donc les globules blancs, ils sont produits dans un réseau de petits organes qu'on appelle des ganglions lymphatiques, que vous pouvez voir ici comme des petits nœuds verts, qui sont interconnectés via des vaisseaux lymphatiques, que vous pouvez voir ici en vert. Lymphatique veut dire lent, parce que ça vient de lymphos, je crois en grec, qui veut dire lent. Et donc parce qu'en fait le flux est lent dans ces vaisseaux-là. Et en fait ces vaisseaux lymphatiques, ils longent les vaisseaux sanguins, ils sont toujours très proches des vaisseaux sanguins. Et en fait ils se vident dans les vaisseaux sanguins pour pouvoir atteindre tous les organes avec les globules blancs. Donc le système est composé de cellules d'alerte précoce. Donc ces cellules d'alerte précoce, lors de la détection de particules étrangères, principalement des bactéries ou des virus, etc. Et donc ils vont considérer ça comme des antigènes, c'est-à-dire anti-soi. Et donc ils vont tout de suite commencer la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont amplifier déjà la réponse en transmettant les fragments de ces particules bactériennes ou virales
et en général c'est des fragments protéiques, de fragments de protéines, ils vont les transmettre à des cellules spécialisées dans la réponse. Et donc ces cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont générer leur attaque en produisant des protéines spécifiques qui vont se coller à ces particules bactériaux ou viraux. Ces protéines particulières, on les appelle les anticorps. Et en fait, elles correspondent exactement, elles sont très sélectives vers ces protéines bactériennes ou virales, comme une clé et une serrure. Et donc, une fois qu'elles les ont sécrétées dans le sang, ces anticorps, ils vont pas tuer les bactéries, mais en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont marquer ces bactéries. Donc, ils vont s'attacher là où ils vont trouver ces antigènes, et donc ils vont entourer complètement les bactéries, comme vous pouvez le voir ici, un virus où il y a des antigènes qui sont complètement marqués et entourés et attachés par des anticorps. Et en fait, c'est ce marquage-là, par les anticorps, qui va signaler à des cellules d'exécution d'aller les tuer. Donc on a maintenant trois types de cellules dans cette réponse. On a les systèmes d'alerte précoce, les cellules d'alerte précoce, on a les cellules de réponse et on a les cellules effectrices, c'est-à-dire les cellules qui tuent tout ce qu'elles voient, qui soient attachées à des anticorps. En parallèle à ça, il y a un autre système qui va se passer, c'est que les cellules d'alerte précoce, là, elles vont pas faire que envoyer les fragments aux cellules de réponse, mais elles vont aussi envoyer des fragments à des cellules qu'on appelle des cellules de mémoire. Donc ces cellules de mémoire, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont conserver les particules d'antigènes qu'elles viennent de recevoir, et elles vont se le transmettre à chaque fois qu'elles vont se diviser. Et donc elles peuvent garder ça pendant des années. Et s'il y a une attaque future par ce même antigène, eh bien la réponse, elle sera très rapide et très efficace. Et d'ailleurs, c'est cette faculté qui est exploitée pour faire des vaccins. C'est-à-dire que les vaccins ne sont autres que la stimulation de notre propre système immunitaire. On lui donne les fragments de la bactérie ou du virus dont on veut vacciner. Et donc, les cellules vont l'emmener, ces fragments, aux cellules de mémoire. Et donc, la mémoire, c'est ça, en fait, la réaction du vaccin. Donc, la prochaine fois que la personne va avoir la maladie, eh ben, elle va tout de suite attaquer le virus et ne pas tomber malade ou ne pas tomber fortement malade. Vis-à-vis de ça, on a un deuxième système redondant qui est le système du complément. Et il est composé d'environ une cinquantaine de protéines différentes. Ces protéines sont produites par les cellules du foie et elles sont sécrétées dans le sang et elles circulent et elles attendent. Et elles attendent de voir s'il y a une attaque quelconque. Et donc, parmi elles, bien sûr, il y a des protéines d'alerte, donc des protéines initiatrices. Donc, celles-ci, si elles vont trouver des particules étrangères, eh ben, elles vont réagir, elles vont s'activer. Et donc, elles vont activer toute une chaîne de transmission. Et quand on dit chaîne de transmission, on dit aussi chaîne d'amplification, parce qu'on a dit que un des buts des longues chaînes, c'est la longue amplification. Donc, une protéine A va activer une vingtaine de protéines B, chaque protéine B va activer une vingtaine de protéines C, et ainsi de suite. Donc on aura une amplification exponentielle. Et donc, une fois on arrive aux dernières protéines de la ligne, les dernières protéines, ben, c'est les protéines qui vont tuer, entre guillemets. Et là, vous voyez un exemple de protéines effectrices du système du complément. Et celles-là, elles vont former un trou. Donc, elles vont se mettre ensemble pour faire un trou dans les membranes de cette bactérie pour faire sortir son liquide et ainsi la tuer. Donc, voilà un peu un tour d'horizon de l'immunité. Donc, parlons maintenant de la coordination entre les fonctions biologiques, mais à l'échelle physiologique, on va dire. Et bien, cette coordination, comme on a dit, elle doit se faire à des vitesses différentes, en partant de quelques secondes pour réguler la respiration et la régulation cardiaque, à quelques minutes pour la coagulation sanguine, à des heures pour la digestion, l'immunité et la croissance, et ainsi de suite. Et donc, en fonction de la rapidité requise, on a deux principaux systèmes, le système nerveux autonome, ainsi que le système hormonal, et bien sûr, les deux sont liés, mais on va en parler de manière séparée, encore une fois, parce que le cerveau humain, il est faible, donc on ne peut pas tout avaler en même temps. Donc, le système nerveux autonome, ben, c'est un réseau de nerfs qui se connecte à pratiquement tous les tissus de l'organisme et qui permet une réponse rapide aux événements biologiques et environnementaux. Et il est composé de deux systèmes qui sont antagonistes. Rappelez-vous un des principes on a dit en biologie, c'est que les voies critiques, elles résultent de mécanismes antagonistes. Et à chaque fois qu'un prend le dessus sur l'autre, ben, l'action sera celle de celui qui prend le dessus. Donc ici, on a le système parasympathique qui est le système de repos et de digestion
Pardon, j'ai fait une erreur. Donc là, le haut, c'est le parasympathique, c'est pas le sympathique. Et donc, repos et digestion veut dire qu'il est activé la plupart du temps pour maintenir une fréquence cardiaque basse, maintenir les vaisseaux sanguins ouverts dans le système digestif et moins ouverts dans les muscles, etc. Et le système sympathique, il va prendre le relais quand il y a un exercice physique intense, ou en cas de stress ou de danger, etc., pour induire la réponse de ce qu'on appelle le combat ou la fuite, c'est-à-dire il va induire les effets opposés du système parasympathique, c'est-à-dire il va augmenter la fréquence cardiaque, il va ouvrir les pupilles, il va ouvrir les vaisseaux sanguins dans les muscles et les fermer dans le système digestif, et ainsi de suite. Et en plus de ça, de par la complexité de l'absorption intestinale et de tous les échanges qui s'opèrent au niveau de l'intestin, eh bien, il y a un troisième système nerveux qui est dédié à l'intestin, qui l'entoure, et qui s'appelle le système nerveux entérique. Et en fait, celui-là, il peut fonctionner indépendamment du reste du système nerveux. Et vous pouvez voir ici, en microscopie à fluorescence, les terminaisons nerveuses du système nerveux autonome intestinal qui entoure un bout d'intestin. Maintenant, le deuxième niveau de régulation, c'est, comme on l'a dit, les hormones. Et en fait, les hormones sont des molécules régulatrices qui sont produites et libérées dans le sang, en réponse, elles aussi, à des événements d'activation. Et elles vont diffuser à travers le sang pour atteindre leurs cellules cibles, et ils vont induire les effets voulus, les effets de régulation et de communication voulus. Donc les hormones, elles vont aussi activer des mécanismes de rétroaction qui vont arrêter leur propre production, ainsi que conduire à leur dégradation, pour maintenir l'équilibre de la fonction. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une hormone soit active tout le temps. Donc s'il y a un activateur, elle va être active, elle va aller dans son endroit faire son travail, mais une fois que son travail est fait, il y a des capteurs qui vont dire « Ok, le travail est fait, il faut dégrader cette protéine, cette hormone et la mettre en circulation. » Donc les hormones, elles vont aussi agir à plusieurs vitesses, on va dire rapide, moyenne et lente. Et en fait, comment elles vont pouvoir faire ça? Et en fait, c'est leur structure chimique qui leur permet de fonctionner à ces vitesses différentes. Et donc, les hormones qui sont dérivées d'acides aminés, c'est-à-dire des petites molécules, comme l'adrénaline par exemple, elles vont avoir des réponses très rapides et des durées de vie très courtes. Donc elles vont agir à quelques minutes. Voilà, quand on a besoin de courir, etc., c'est en quelques minutes que l'action doit être exécutée. Et donc, c'est pour ça que c'est des petites molécules qui sont capables de diffuser vite et qui sont capables d'être désactivées rapidement. Maintenant, celles qui sont constituées de protéines, donc c'est des molécules beaucoup plus grandes, et donc elles auront des durées de vie plus grandes. Et donc, durée d'action plus lente et durée de vie plus lente. Comme l'insuline, par exemple, que vous voyez ici, qui va agir par rapport à l'absorption du glucose dans les cellules, et ça va prendre voilà, plusieurs minutes à quelques heures. Maintenant, les hormones les plus lentes d'action, c'est les hormones qui sont lipidiques, c'est-à-dire dérivées d'un lipide qui s'appelle le cholestérol, comme les stéroïdes, c'est-à-dire comme la progestérone et la testostérone, etc. En fait, toutes les hormones qui finissent par on sont des dérivés du cholestérol. Et en fait, ces produits-là, ces molécules-là, ne sont pas hydrosolubles, et donc elles nécessitent des protéines, des lipoprotéines dont on a parlé, les tensioactives, pour pouvoir les transporter dans le sang, et donc elles sont plus lentes, et donc elles ont des durées de vie plus longues, qui sont en accord avec leurs fonctions, qui sont essentiellement des fonctions de croissance et de reproduction. Et avec ça, on est arrivé à la fin de la vidéo sur les principes d'histologie et de physiologie. Merci de votre attention, j'apprécie vos commentaires, et je vous vois dans la prochaine vidéo sur la médecine.